YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires de mars. Vous allez voir, j'en ai noté 35, soit, je crois, 3-4 de plus que février. Il y en a plein. Il y en a dont je me fiche totalement, mais je vous les ai notés quand même. Parce que je me dis que ça va en intéresser le plus grand nombre, donc voilà. Allez, on y va. Tadam! J'ai mis les cerisiers, parce qu'en mars, normalement, il y a les cerisiers en fleurs au Japon. Voilà. 35 manières de tuer votre banquière, tout à fait. Il y a les cerisiers en fleurs, et je me dis, il y a un petit air de printemps de la fin mars. J'avais envie de nous sortir de l'hiver pendant ces sorties littéraires pour nous projeter vers le printemps. Voilà, c'est exactement ça. On commence avec Luminaries de Suzanne Dennard. Le tome 1, l'épreuve des 7 clans. Chez La Martinière Fiction. Là pour le coup je vais avoir besoin de mon anti-sèche. On vous dit: la ville d'Hemlock Falls est unique en son genre. Elle n'apparaît sur aucune carte de la forêt. Elle n'apparaît sur aucune carte, et la forêt qui l'entoure est peuplée de monstres qui tentent de s'en échapper à la moindre occasion. Ça j'aime bien. Heureusement, les Luminaries veillent. En tout cas, dans cette histoire, on suit Winnie Wednesday. On le dit comme mercredi, Wednesday? Allez, Winnie Wednesday, 16 ans, n'a qu'un objectif, rejoindre les rangs de ces chasseurs d'élite chargés de protéger la ville et l'humanité tout entière des créatures de la forêt. Pour cela, la jeune fille doit absolument réussir les 3 épreuves. Encore des épreuves! Les 3 épreuves initiatiques organisées dans les bois, et si elle veut espérer survivre, il lui faudra l'aide d'un chasseur, le plus prometteur de sa génération, Jay Friday, qui n'est autre que son ex-meilleur ami. On est d'accord qu'ils ont tous des noms de jours en anglais. Wednesday et Friday. C'est bizarre. Pourquoi ils s'appellent vendredi et mercredi? Je comprends pas. Je comprends pas. Bref. On vous dit que rapidement, les complices vont découvrir que dans les bois, les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Alors je vous avoue que là, j'irai pas tout de suite, parce que étant dans Absolu, j'ai pas méga envie de lire un truc avec des monstres, tout de suite, tu vois. Bof, mais il fait envie. Donc voilà, pour celui-ci, il me fait envie, mais j'attendrai les premiers avis, parce que là, après avoir lu Absolu, la chasse aux monstres, ça va. Pour l'instant, j'ai fait un peu le tour. Deuxième livre que j'ai noté sur 35 sorties, et salut Bonnie, j'ai Mae, que j'ai ici, en intégrale. En fait, il est déjà sorti, tome 1, tome 2, mais là, on vous parle de l'intégrale qui est très très jolie. C'est normal, c'est plus clair en haut, plus foncé en bas. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Et on vous dit: une magie interdite, une prophétie brisée, un complot à déjouer. Dans un monde divisé, à qui peut-on se fier? Moi, j'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé, même si c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire. Et du coup, il me reste le tome 2. Oh, regardez ma super dédicace, j'avais déjà oublié. Il me reste le tome 2, qui est là. Si je vous montre ça, attends, sans la fin du tome 1 quand même. Regardez, ça vous donne envie, hein? Eh ouais. Donc moi, je suis là, du coup. Ah bah c'est ça, j'avais mis le marque-page. Moi, il me reste ça. Et ce qui est trop bien, c'est que vous avez un résumé du tome 1 ici, là, dès le début. Donc trop bien. Ça, c'est déjà cool. Troisième sortie. La Voix de la Vengeance, que j'ai mis où? Je l'ai aussi, je l'ai acheté à Mons. Et il est super beau. Et il y a du sang partout. Et ça donne envie. Je sais, je suis bizarre. Mais en vrai, en plus, franchement, je suis pas la seule à être bizarre, parce que le sang, c'est le truc en vernis sélectif, s'il vous plaît. Regardez les taches de sang. Vous voyez? Pas moi, hein. C'est de Sacha Morag ou Morage, je ne sais pas, chez Plume Blanche. Pour le coup, je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Hop. Il y a un crâne. Et là, il y a des taches. Ça a l'air trop bien. Le début, c'est comme toutes les histoires de vengeance ou d'amour, la mienne commença par une obsession. Celle que j'avais pour Yervin du bureau de contrôle des voix, depuis qu'il avait, au milieu d'une nuit d'été brûlante, tué mon frère.
si celui-ci se retrouve pas dans ma vidéo sur les premières phrases de livre, sérieux. On vous dit, Vael a tout perdu. Son frère d'abord, égorgé sous ses yeux, son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix avec un grand V. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Yervin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Son obsession pour Yervin l'entraîne de plus en plus loin, dans des sacrifices de plus en plus sanglants et des ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. Et derrière, il y a un chiffre sur sa main, je crois. 209, non? On lit 209, hein? On voit mieux dans la caméra. Ouais, 209. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, mais il me fait bien envie, il sera dans ma palle, hein. Je vous le dis tout de suite. Il sera dans ma palle. Il va peut-être même y passer avant Résonance. Peut-être. Peut-être. Quatrième sortie que j'ai notée. Suivant Damsel, on peut pas passer à côté de celui-ci qui va aussi arriver sur Netflix avec Millie Bobby Brown. C'est La Demoiselle et le Dragon d'Evelyn Sky, j'imagine, chez Stardust. Normalement, je suis censée le recevoir très bientôt et normalement, je suis censée aller à une projection aussi. Donc, on va voir, je vous dirai ça. Je vous emmènerai avec moi de toute façon, comme d'habitude. Dans cette histoire, on vous dit... Élodie n'a jamais rêvé d'un somptueux palais ou d'un charmant prince. J'allais dire d'un prince charmant, parce que habituellement on le dit plutôt comme ça. Elle est la princesse du royaume d'I9, frappée par la famine depuis des années. Son souhait le plus cher est la survie de son peuple. Alors, lorsqu'un représentant d'un prospère royaume voisin offre à sa famille suffisamment de richesses pour sauver I9 en échange du mariage d'Élodie avec leur fils, cette phrase est trop longue, la princesse accepte sans hésiter. Parachutée dans le scintillant royaume d'Auréa, Élodie est rapidement séduite par la beauté des lieux et la gentillesse de son fiancé, le prince Henri. C'en est presque trop beau pour être vrai, mais bientôt, la réalité se fissure pour laisser place à une terrible vérité. La prospérité d'Auréa a un prix, celle du sang d'une princesse sacrifiée à chaque nouvelle saison de récolte aux dragons affamés de la montagne voisine. Et Élodie est le prochain nom sur la liste. Ta-ta-ta-ta. Franchement, il me hype de ouf. Il me hype de fou. Je pense que vous n'imaginez pas à quel point je suis hypée par ce roman. J'ai trop hâte, je vous en reparlerai très vite. Hein. Vraiment, dès que je le reçois, je le sors. 5e sortie. J'ai trop hâte de voir le film, mais d'abord de lire le livre. Moi, je veux vraiment lire le livre avant de voir le film, donc va falloir que je me bouge. Va falloir que j'aille vite. La fortune sourit aux acharnés, donc Dark Magie, le livre 1 de Kel Carpenter, je sais pas, dans leur collection Lost Kingdom. Donc là, pour le coup, il est en relié avec un méga beau jaspage, vous le voyez. On vous dit, ancienne esclave, Queen Darkova, ancienne esclave, Queen Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle, au contraire, elle en a besoin pour survivre. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence, aussi têtu qu'exigeant. Quand il rencontre Queen, il reconnaît en elle la magie qu'il recherche depuis si longtemps. Il sait que son pouvoir immense est capable du meilleur, comme du pire, qu'avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire. Elle pourrait l'aider à atteindre son but, ou le détruire. Toto. À partir du moment où tu dis toto à la fin, moi ça me plaît. On est d'accord, hein, c'est vrai pour Élodie, t'as raison. Franchement, il me plaît bien. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de sorties. Alors moi, vraiment, les sorties que j'attends énormément, ça va être le 13 mars, mais celle-ci, je l'ai bien notée. Ensuite, Demigods Academy, le tome 1 Zeus, c'est de Elisa S. Amor. Et Kiera Legend, et c'est publié par Hachette. Là pour le coup je vous en ai déjà parlé parce qu'on avait reçu le kit presse, si vous vous en souvenez bien. J'avais reçu le kit presse et je l'avais ouvert en live et on l'avait découvert ensemble avec le petit quiz et tout ça, vous vous souvenez? On vous dit, et j'avais 18 ans dans ce kit presse, là vous vous souvenez. Je sais parce que beaucoup se sont moqués de moi sur Instagram à cause de ça. Ils m'ont dit, ah bon t'as 18 ans. Non mais,
Bien sûr, depuis quelques années, mais quand même. On vous dit, le jour de leurs 18 ans, les jeunes du monde entier reçoivent un cadeau pas comme les autres, une boîte magique envoyée par les dieux. Personne ne sait vraiment ce qu'elles contiennent, car après les avoir reçues, les appelés disparaissent pour toujours. D'après la rumeur, ils sont invités à rejoindre l'armée des cieux, des foutaises, si vous voulez mon avis. Moi, c'est Mélanie Richmond. Toute ma vie, j'ai été une paria, une orpheline ballottée comme un navire dans la tempête. Alors croire que les dieux existent, d'ailleurs je n'ai même pas reçu de boîte mystère. Parce que personne ne connaît ma véritable date de naissance, ou parce que les dieux ne se soucient... Oh Ou parce que les dieux ne se soucient pas de moi. Après tout, je suis une rebelle aux cheveux bleus et aux bras couverts de tatouages. Je bois un coup. Je ne suis pas comme Kali Demos, plutôt. Je ne suis pas comme Kali Demos, l'élève modèle qui habite le domaine où travaille ma mère adoptive. Mais voilà, quand la boîte mystère de Kali finit entre mes mains et que je l'ouvre, la magie agit instantanément et mes doutes s'envolent. Je m'arrête là, mais voilà. Dark Ascension, le tome 2. Donc là, c'est Perdu de Lorraine Del Stefano. Et moi, j'avais le tome 1, je vous montre en fait, voilà, qui était Vilaine, de Robin Benway. Vous voyez, on est sur cette collection-là. Pour Perdu, on vous dit... aujourd'hui, il est le légendaire capitaine Crochet. Mais tout commence avec l'histoire d'un frère et une sœur. Les jumeaux James et Marlène se sont toujours sentis en décalage avec leur entourage dans leur village de pêcheurs sans histoire. Animés par un désir d'aventure, ils rêvent de fuir leur vie banale. Le jour de leur anniversaire, Marlène fait un vœu qui les propulse vers un étrange paradis magique, le pays imaginaire. Une nouvelle voie s'offre à eux, la chance de vivre pour toujours aux côtés du charismatique Peter et de ses garçons perdus. Du coup, tu vas suivre James et Marlène qui vont tracer leur propre destin. Et je pense découvrir comment ils s'opposent progressivement aux garçons perdus, hein, J'imagine. Sortie suivante. L'Empire d'écume, le tant attendu tome 3 par beaucoup d'entre vous, de Andrea Stewart, c'est la guerre des éclats d'eau chez Big Bang. Pour l'occasion, je vous ai sorti mon tome 1, que j'ai pas lu, pour être honnête avec vous. Parce que j'attendais de savoir s'il y aurait un tome 3. On vous dit, dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille lors d'un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ses précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout, la révolte gronde. Sa fille, Lynn, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. Ça a l'air très chouette, mais moi j'attendais de savoir s'il y aurait la suite de traduite, sinon ça n'avait aucun intérêt. Maintenant qu'on sait que le tome 3 sort... Première phrase, mon père m'a dit que j'étais brisée. Qu'attendons-nous ? Vraiment, ça a l'air cool. Sortie suivante. Le palais d'Ulysse de Claire North. Je voulais vous signifier qu'en fait il sortait parce que on a le tome 1 qui s'appelait Pénélope Reine d'Ithaque qui était sorti, je peux vous dire ça, qui était sorti il y a un petit moment maintenant. Et en gros, c'était les femmes d'Ithaque qui racontaient l'histoire, si vous vous souvenez bien. Avec Ulysse parti à la guerre pendant de nombreuses années, etc. etc. Donc là, vous avez le tome 2 qui sort. La suite. Je vous lirai pas le résumé, hein. Vraiment, je pense qu'on l'a déjà vu largement passer. Le tome 1, et puis là, c'est un tome 2, donc c'est encore différent. Suivant. Runbound de Ariel Holz. Donc le tome 1 tire chez Gulfstream Éditeur qui sort le 7 mars. Que moi, j'ai acheté à Montreuil, du coup. Il est comme ça, si vous voulez voir. Il fait des traces, hein. Leur gespage, il est pas incroyable. Il est pas fou. C'est juste noir, en fait. Je comprends pas pourquoi on le fait. On vous dit. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis Elle et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteurs des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn ou s'approprier leurs runes par la force. Voilà, moi ça m'intéressait, puis c'est Ariel, donc forcément je l'ai pris, je lui ai fait dédicacer.
Mais je vais pas, enfin, je vais pas le lire tout de suite, ça c'est sûr. Par contre, j'aime pas du tout la couverture. Je sais pas vous, bah vous la voyez à côté de moi, mais vraiment les personnages comme ça, j'adhère tellement pas à ce genre de couverture maintenant, c'est fini ça. Et on est d'accord que là, les livres sur les dieux, c'est méga à la mode. On est d'accord, il y en a 50 000 à chaque fois. Ensuite, Stitch. Oui, c'est trop mignon. Stitch de Padraig Kenny, c'est chez Lumen. C'est chez Lumen. On vous dit, Stitch vit avec son ami Henry dans un château isolé dont il n'est jamais sorti depuis qu'un brillant scientifique lui a insufflé la vie. On revisite le mythe de Frankenstein, je ne vais pas vous le cacher. Les jours s'égrènent jusqu'au moment où Gilles, le neveu du professeur, vient leur rendre visite. C'est un homme ambitieux qui rêve de sublimer les projets de son oncle, quoi qu'il en coûte. Mais quand une expérience tourne mal, Henry s'enfuit et Stitch n'a d'autre choix que de braver le monde du dehors et de s'élancer dans l'inconnu à la recherche de son ami de toujours. Et on vous dit, tel Édouard aux mains d'argent, moi déjà ils ont dit ça, franchement, mon cœur était saisi. Tel Édouard aux mains d'argent, Stitch quitte le laboratoire de son créateur pour découvrir le vaste monde et la noirceur de l'humanité. Derrière son périple picaresque se dessine une réflexion tout en justesse sur la vie et la mort, la tolérance, la différence et la famille que l'on se construit. Je le veux. Franchement, je pense que c'est un jeunesse, hein, je veux pas... Voilà, c'est l'humaine, ça a l'air assez jeune, mais il me dit bien. Ensuite, sortie suivante. C'est Trahison obscure de Lexi Ryan chez De Sexus. Je vous avoue, je leur ai pas demandé ce tome 2, parce que moi j'ai le tome 1 en relié, et du coup je vais me prendre le tome 2 en relié si le tome 1 me plaît, et quand De Sexus envoie des SP, c'est en broché, donc je leur ai pas demandé. En plus j'ai pas lu le tome 1, donc de toute façon je leur ai pas demandé, c'est sûr. On vous dit dans le tome 1, Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Lorsque sa sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Faerie. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil, mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du palais d'or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Tout. Voilà, moi celui-ci, franchement j'ai trop envie de le lire bientôt. Mais je le garde comme un... En fait je sais que ça va me plaire, du coup je le garde un peu comme une lecture doudou à venir. Je vous jure c'est vrai. C'est vraiment comme ça que je le vois. Ensuite, Les monstres de papier, le tome 2, L'oiseau de feu. J'ai lu, moi je l'ai lu celui-ci, Les cités rebelles, donc Les monstres de papier, le tome 1, c'est chez Lumen, c'est de Ansei Lin. J'avais franchement aimé, même si c'était bien plus jeunesse que ce à quoi je m'attendais. Faut bien retenir ça, c'est plus jeunesse que prévu. Le tome 2 sort, moi j'avais bien aimé. On suit Kurara qui n'a jamais connu d'autre vie que celle de servante au Midori, un immense hôtel flottant dans le ciel. Un jour pourtant, le gigantesque vaisseau est attaqué et abattu par un Shikigami, un de ces redoutables monstres de papier qui, de temps à autre, perd de la raison et sème la destruction au sein de l'Empire. Par chance, la jeune fille parvient à en réchapper, ce qui n'est pas le cas de son meilleur ami, grièvement blessé. Oh, je me souviens des révélations, ça y est. Oh putain, ça m'a... Pop là. Incroyable. Par chance, la jeune fille nain, sa survie, elle ne la doit qu'à Imura. Pliomage comme elle, quoique plus bourru dans son genre, il est capable de donner forme et vie à ses créations de papier et a choisi de mettre ses talents au service d'un équipage de chasseurs de Shikigami. Ah, je me souviens, c'était trop bien. Oui, c'est ça, Mido. Salut le bel Skiddy, comment tu vas? Je me souviens des révélations, ça y est, je peux lire le tome 2. Sortie suivante. L'ombre d'Adeline. Ah oui, ça c'est de la dark romance. J'ai mis du Roncière. L'ombre d'Adeline d'H.D. Carlton. Le livre 1, c'est chez Roncière. Mais je suis pas sûre d'avoir compris le résumé, je vais pas vous mentir. On vous dit, je sais manipuler les émotions. Je vous ferai pleurer, souffrir, rire et soupirer. Mais mes mots n'ont aucun impact sur lui. Surtout lorsque je le supplie de partir. Il est toujours là à m'observer et à attendre. Et je suis incapable de le quitter des yeux. Je n'ai qu'une envie qu'il se rapproche. Donc ça, c'est la manipulatrice. Et ensuite, vous avez l'ombre.
L'ombre d'Adeline. Je n'avais pas l'intention de tomber amoureux, mais maintenant que c'est arrivé, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis envoûtée par son sourire, par ses yeux, par la façon dont elle se meut et se déshabille. Je continuerai de la contempler et d'attendre jusqu'à la faire mienne, et alors je ne la laisserai plus jamais s'échapper, même quand elle me suppliera de la libérer. Ça fait très bizarre, très psychopathe. Ça fait très dark romance, mais c'est vrai que je suis encore un petit peu ce que publie Roncière. Alors celui-ci me fait pas du tout envie. Vraiment, la Bibi de Val, je te laisse le lire et nous faire un retour. Vraiment, c'est ta mission. C'est ta mission. Moi, je le veux pas du tout. Déjà, je vais lire le Roncière que j'ai eu hier, là. Mais celui-ci, ouais, me plaît. En fait, au niveau du... Ouais, c'est ça. Ça fait très non consenti. Ouais, moi, j'aime bien les psychopathes qui sont pas agresseurs... Tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime bien les psychopathes juste qui tuent des gens et tout. Allez, suivant. Tu préfères quand ils butent tout le monde? Ouais, je préfère les tueurs en série, ouais, carrément. Suivant. Donc, les héritiers de feu et de sang d'Inès Eck et Émilie Jurius chez... Alors, attendez, la maison d'édition, j'ai toujours pas retenu. Vraiment, j'y arrive pas. C'est chez Juno Publishing. Vous connaissez pas. Le destin d'une vampire et d'un dragon s'entrelace, tissant un lien éternel entre les flammes de la vie et les ombres de l'immortalité. Dans un monde où les créatures surnaturelles vivent sur la planète bleue, au sein de royaumes séparés, vampires et dragons se retrouvent confrontés à une menace qui met en péril leur communauté. Aubrielle Fildaerea, plutôt, héritière vampire réputée pour sa froideur et son détachement, une vampire froide. Incroyable. Va chercher de l'aide auprès d'Ace Darkor, prince dragon connu pour son esprit indomptable. Alors que leur alliance est marquée par d'incessantes querelles et un jeu de pouvoir, Aubrielle et Ace vont devoir s'associer à Twig Magister, un puissant démon, afin d'atteindre leur objectif commun, sauver leurs peuples respectifs. Ça fait très Enemies to Lovers. Je vais pas vous mentir, ça fait très Enemies to Lovers. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai déjà un truc avec Vampire Loup-Garou à lire là, avec une romance, donc... J'arrête, mais... Voilà. Sortie suivante. On arrive au 13 mars. Ce jour tant attendu du tome 3 de The Prison Healer. Enfin. Merci Audrey. The Blood Trader de Lynette Noni, qui est le tome 3 de The Prison Healer, que je vous invite à lire. En plus, il sort en poche, là, en mars. Sautez dessus. Je vais enfin pouvoir sortir de ma PLS et savoir le fin mot de l'histoire. Je veux ce tome 3, j'en peux plus. Le tome 1 était un coup de cœur. Le tome 2 m'a brisé. Je peux vous mentir. Le tome 2 m'a brisé le cœur. Et je suis restée sur une sorte de cliffhanger où vraiment t'es pas bien, tu sais pas ce qui va se passer. Et depuis des mois, je suis comme ça. C'est trop bien. Il y a des épreuves. On est dans une prison au tout début et puis après l'univers s'étend. C'est génial. Voilà. Lisez ça. Lisez cette saga. Et moi, je vais trop lire The Blood Trader. Franchement, dès que je le reçois, je le lis. J'en ai rien à faire, j'abandonne tout. Je lirai 4 livres en même temps s'il le faut. Globalement, même ressenti pour le prochain, je crois. L'héritier insoumis, alors ils l'ont noté comme le pont des tempêtes tome 3, non. En fait, c'est un genre de roman compagnon, on va dire, un genre de... Ouais, un genre de séquelle, un genre de... Ouais. Voilà, l'héritier insoumis de Daniel L. Jensen. Donc pour vous montrer, les couvertures vont bien ensemble. Hein. Voilà, ça c'était les 2 premiers, ça c'est le 3e. Pour le coup, Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse, ce sont 2 romans qui suivent le même couple. Donc Aden et... Comment il s'appelle ? Aren, pardon. Et... Lara, j'avais oublié Lara. Lara et Aren. Le 3e tome, je ne peux pas vous spoiler sur quel personnage ça suit parce que on les voit dans La Reine Traîtresse. Mais moi j'ai trop hâte de les suivre, même si je préférerais toujours, je pense, Aren et Lara. C'est Daniel L. Jensen, je lui fais confiance. Voilà. Sortie suivante. Le tome 2 de 6 couronnes écarlates, je vous montre le premier tome, je l'ai pas lu celui-là par contre, de Elisabeth Lim chez Rajo. Je trouve que les 2 tomes vont super bien ensemble au niveau des couvertures, c'est trop beau. On vous dit, une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kiata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra.
Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kiyata d'une terrible conspiration. Il a l'air trop bien. Par contre, je suis désolée de le dire, mais franchement, les jaspages, si c'est pour nous faire un jaspage uni, ça sert à rien. Nous faites pas de jaspage, ça coûte juste plus cher, c'est nul. Moi, je vois pas l'intérêt en fait. Un jaspage, soit tu me fais des illustrations dessus, soit tu jaspes pas. Mais tu mets pas de jaspage pour moi, je sais pas. Donc, sortie suivante, nous disions, j'ai mis le Percy Jackson parce que je sais qu'il y a des fans incroyables dans le chat. Moi, je m'en fiche totalement, mais totalement, je m'en fous. Mais voilà, c'est noté, il y a le Percy Jackson, tome 6, le Calice des Dieux, qui sort le 13 mars. Félicitations à ceux qui l'attendaient. Sortie suivante. La femme au kimono blanc de Hannah Jones, c'est chez Charleston. Celui-ci me dit pas mal et en même temps, je sais pas si je vais y aller. Japon, 1957. Alors que la nuit a déjà enveloppé de son ombre les maisons du village et que seules des lanternes en papier éclairent le chemin, la jeune Naoko avance dans son kimono blanc étincelant. Au bout de l'allée, Hajime, un soldat de la marine américaine, l'attend. En l'épousant, Naoko, pourtant promise à un riche homme d'affaires plus âgé, c'est qu'elle défie toutes les conventions de la société japonaise traditionnelle dans laquelle elle a grandi. Mais quand Hajime est retenu en mer, sans perspective de retour quelques mois à peine après leur mariage, Naoko comprend qu'elle devra affronter seule le courroux familial et lutter pour sauver la vie de son enfant à naître. Le choix impossible qui se profile bouleversera non seulement son propre destin, mais aussi celui des générations futures. Il y a un côté très historique au Japon, on va pas se le cacher, entre tradition, Amérique, etc. Parce que à ce moment-là, justement, c'était légèrement compliqué, je pense que je ne vous l'apprends pas. Forcément, ça m'attire, mais j'irai pas tout de suite. Suivant. Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood chez Casterman. Celui-ci, je sais pas encore, je pense que j'attends les premiers avis en vrai. Je suis pas sûre d'y aller. On vous dit, depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Tel est le funeste sort de ce royaume maudit qui se préserve ainsi de la colère divine. Alors, quand Leto est désignée, nul échappatoire, elle est exécutée. Pourtant, la mort n'est pas sa destinée. Oh zut. Elle se réveille bien vivante sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélanto, la troublante immortelle aux yeux verts qui a le don de commander à la mer. Elle l'accueille et lui révèle la seule manière de briser la malédiction. Leto doit assassiner le prince d'Ithaque. Moi, j'en ai... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse hype actuellement sur les parutions autour des dieux, et surtout des dieux grecs. Et à un moment donné, j'en ai marre. À un moment donné, c'est bon, entre Demigods Academy, la reine d'Ithaque, celui-ci... Tu vois, ça fait un peu beaucoup. Allez, sortie suivante. Kingwood Academy de Tessa Hale, c'est le tome 1, c'est chez Harlequin, je crois, qui sort... Alors, je sais pas s'il y a déjà des livres dans cette collection-là, mais j'ai vu que c'était une collection Romantasy. Ils s'y mettent tous aussi. Après, moi, j'aime bien, du coup, je vais pas râler pour ça. Mais, ouais, encore une école, oui. Encore une école avec de la Romantasy. Bon, écoute. On vous dit... Pourquoi choisir un prince quand on peut en avoir 4 ? Ça fait un peu harem inversé avec cette première phrase. Hein. En quelques secondes, franchement, je veux bien être votre testeuse pour ce livre-là. Je vous jure. Je veux bien être votre testeuse. Allez, je me porte volontaire pour le sacrifice. On y va. En quelques secondes, la vie d'Aura n'a plus le moindre sens. Tout était censé être simple. Elle devait obtenir son diplôme, prendre un petit boulot pour aider sa mère à payer les dettes médicales de son accident d'enfance. Et voilà qu'on lui annonce qu'elle est une élémentaire. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et survivre à son cursus au sein de Kingwood Academy. Aura est une battante, mais le challenge est de taille. La moitié de l'école veut la faire renvoyer, l'autre moitié veut la tuer. C'est ça qui m'a donné envie. Franchement, l'autre moitié veut la tuer et t'es la tuer. Oh, incroyable. Franchement, Léa, oui, je pense. J'ai pensé à toi aussi, parce que je sais qu'on aime bien ça toutes les deux. Et la magie est un allié aussi puissant que dangereux dans les affrontements de couloirs. Pour ne rien arranger, elle est dans le viseur des 4 princes des élémentaires, le charmeur, le doux géant, le psychopathe et le plus cruel de tous. C'est quoi Franchement, c'est quoi ces surnoms ? Le charmeur, ok, ça me donne pas très envie. Le doux géant, why not ? J'aime bien les doux et ça me va. Le psychopathe ? Non. Et le plus cruel de tous. Mais sérieux, ça m'a fait trop rire. Elle devrait fuir, se cacher, les éviter, mais elle ne peut s'empêcher de rêver d'eux. Ils sont 4 !
Et là, je me dis, harem inversé, on y va. Moi, je vais le tester. Je vais le tester. Il sort le 13... Ah, putain, il sort le 13 mars aussi. Il faut que je prenne un congé le 13 mars. je suis obligée. Mais non. Oh, mais attendez, le 13 mars, c'est la semaine où je vais à Lyon. Je vais rien lire du tout. Ah, la déception. Enfin, pas d'aller à Lyon, je suis très contente d'aller à Lyon pour le salon. Mais ah, merde. Le 13 mars, c'est mercredi, je pars à Lyon le 15. Oui, mais j'ai lundi, mardi, 18-19. Bon, bah, je lirai 18-19, je fais que lire. Allez, sortie suivante. Je t'ai aimé dans une autre vie de David Arnold, c'est chez Robert Laffont dans leur collection R. Celui-ci, s'il me l'envoie, je le découvrirai. S'il me l'envoie pas, je l'achèterai pas, je pense. On vous dit, Evan et Shosh ont des rêves. Il veut dessiner la faune et la flore en Alaska, elle veut devenir une star à Hollywood. Mais Evan doit s'occuper de sa mère malade et de son petit frère hypersensible. Et Shosh ne sait plus vivre sans alcool depuis l'accident de voiture qui a emporté sa sœur. Alors que il y a du deuil, c'est pour ça. Alors que l'avenir semble sombre et incertain, une voix qui ne chante pas pour eux, les portes irrésistibles... Non, une voix qui ne chante que pour eux, pardon. Je recommence. Alors que l'avenir semble sombre et incertain, une voix qui ne chante que pour eux, les porte irrésistiblement l'un vers l'autre. Et s'ils étaient destinés à s'aimer par-delà l'espace et le temps, et ensemble à tout surmonter. La couve est super douce, elle est super jolie, j'aime beaucoup cette couverture. Je l'aime beaucoup, puis je la trouve très très belle. Suivant les 700 visages de MK Job chez Deux Sexus, je vous l'avoue, même si je suis, franchement je le précise, je suis à jour sur les SP Deux Sexus, pour le coup c'est un partenariat qui fonctionne bien. Je demande quasiment rien et je les lis tout de suite dès que je les reçois, donc je suis contente. Celui-ci ils me l'ont proposé, je n'ai pas demandé. Je ne l'ai pas sollicité, j'avoue. Ouais, mais je sais pas, il m'attire... Après, moi je me méfie toujours quand il y a un côté religion. Ah, moi, souvent, à un moment donné, ça le fait pas. Franchement. On vous dit, les saints sont miséricordieux. Toutes les histoires en témoignent. Mais elles racontent aussi qu'ils ont soif. De sang. Ça pouvait le faire. Dans la ville d'Ambrasia, les disciples bénis par des saints vivent dans l'opulence, tandis que les défavorisés dépourvus de magie vivent dans la pauvreté et sont envoyés au front. Bénis par patience, Rose déteste cette injustice. Ah merde, Soliste. Oui, c'est vrai. Emplie de haine depuis l'assassinat de son père, elle est prête à tout pour démanteler le système corrompu. Chef de la sécurité au Palazzo, Damian est censé être impitoyable et servir les saints avec une dévotion sans faille. Mais il est en réalité brisé par les années passées à se battre dans une guerre sans fin. Pour prouver sa loyauté, il doit faire ses preuves. Lorsque des bénis et des défavorisés sont retrouvés assassinés, Damian et Rose sont forcés de faire équipe pour démasquer le meurtrier. Alors que les ténèbres se rapprochent, pourront-ils sauver la ville d'un mal qui menace de tout détruire sur son passage? Il m'attire pas. Même quand je lis le résumé, je suis en mode... Mais à l'occasion, il est génial. Hein. Mais la thématique m'attire pas du tout, c'est fou ça. Hein. Pourtant, il y a du sang, il y a des meurtres, il y a des trucs intéressants, mais ouais. Ouais, si quelqu'un découvre, je veux bien son avis. Hein. Franchement, je veux bien. Si ça révolutionne tout, n'hésitez pas à poster vos avis sur le Discord, hein, c'est un peu fait pour ça. Hein. Sortie suivante. Un printemps pour te succomber, de Morgane Moncomble. Moi, j'ai toujours pas lu le premier. Qui est toujours un automne pour te pardonner. Voilà, je n'ai pas lu le premier. Il y a un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber, puis il y aura un été pour je sais plus quoi, mais dans tous les cas, je n'ai pas commencé la saga. Ça peut maintenant peut-être attendre l'automne 2024. Maintenant. Ah, merci Soliste. J'aime bien quand vous vous portez volontaire pour faire les crash tests. Voilà, j'aime bien ça. Sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez essayer un roman où j'ai dit je vais pas y aller, je veux bien que vous soyez notre crash test aussi. On peut les avoir sur Twitch, sur YouTube, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Un été pour te retrouver, merci. Tiens, si quelqu'un a lu les 2 premiers, est-ce qu'il faut respecter l'ordre ou pas? Vous nous direz. Vous nous direz. Sortie suivante. Celui-ci me fait trop envie. La balade funèbre de Heart and Mercy de Megan Bannon, c'est chez Milady. Avouez, ça a l'air trop bien. Rien que ça. Rien que la couverture a l'air chouette. Donc on vous dit, Heart est un ranger chargé de patrouiller les contrées sauvages et magiques de Tanria, je sais pas. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude.
Mercy n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie tant bien que mal de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres, au mépris d'abrutis comme Art, qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Mercy, Art écrit sur un coup de tête une lettre qu'il adresse simplement à un ami. À sa grande surprise, il reçoit une réponse, une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime et réconfortant. Si seulement Art savait qu'il a mis à nu son âme à la personne la plus exaspérante au monde, Mercy plutôt. Tandis que les dangers de Tonria, comme vous voulez, se rapprochent, le lien qui unit Art et Mercy devient de plus en plus fort. Mais oui, ça fait trop Tim Burton, mais c'est trop cool, elle travaille aux pompes funèbres. Et lui, c'est un ranger qui patrouille. Moi, j'ai l'image du ranger dans Stranger Things. Le gars que j'adore. C'est pour ça que je suis à fond, moi, dans celui-là. Mais pas en mars, non. Moi, je l'aurais... en septembre. Tu vois, en septembre. Pour l'avoir pour octobre. Je l'aurais sorti là, moi. Ensuite, sortie suivante. Il en reste combien 2, 4, 6, 8. On y va. Taken de Shalini Boland, donc les vampires de Marchwood, le tome 1, je vous ai sorti le tome 2, je vous ai sorti le tome 1, qui est Hidden, que vous voyez un petit peu, en effet, les couvertures sont bien raccord, c'est plutôt chouette. Hidden, que j'ai toujours pas lu, hein, vraiment. On est avec des vampires, vous vous en doutez peut-être, je ne sais pas. Il y a plein de sang. Bah si, les vampires de Marchwood, évidemment que vous vous en doutez, je suis con. Un jour, Madison franchit la porte grinçante du vieux manoir dont elle vient tout juste d'hériter. Ah oui, c'est vrai, c'est le truc où je rigolais à chaque fois. Pour cette jeune orpheline de 17 ans qui vivait jusqu'alors dans une famille d'accueil, c'est un véritable enchantement. Elle n'aurait jamais osé imaginer cela, même dans ses rêves les plus fous. Un rêve vraiment pas sûr, car Marchwood House dissimule de lourds secrets. Alors qu'elle explore le sous-sol, on se souvient de l'exploration du sous-sol ? C'est la cruche qui ouvre le cercueil dans le sous-sol. Exactement, plutôt que de clouer la porte et de vivre dans son manoir. Elle explore le sous-sol de la maison, elle ouvre une grande caisse poussiéreuse. Une grande caisse poussiéreuse, genre t'as pas compris que c'était un cercueil. Quoique, si tu fais une caisse, genre, attends, franchement, réflexion sérieuse, tu fais une caisse rectangulaire, moi aussi je l'ouvre. Je me dis, il y a peut-être du vin dedans. Un truc, tu vois. Tu te dis qu'il y a peut-être un truc cool. Tu te dis pas qu'il y a un cadavre, enfin un vampire. Franchement. Parce que là, ils te disent bien une caisse poussiéreuse. Elle se retrouve face à... Après, tu l'ouvres et tu te retrouves... C'est ça qui était bizarre, en fait. C'était même pas l'histoire de la caisse. C'était... Elle se retrouve face à un homme particulièrement attirant. Un peu trop, personnellement. Une caisse poussiéreuse. Dans ma cave. Je l'ouvre. Un mec particulièrement attirant dedans, je me casse. Vraiment, je referme. Oh pardon monsieur, oh pardon, désolé pour votre sommeil éternel. Et hop, tu cloues le truc et tu te casses. Tu revends la maison et tu dis plus rien. Tu m'écris vin ou rhum dessus, je trouve sans problème, on est d'accord. Non mais on est d'accord que tu t'en fous qu'il soit attirant. Vraiment. Enfin, moi je trouve ça trop bizarre la façon de dire. J'espère que c'est pas comme ça dans l'histoire, c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu. Il est particulièrement attirant. Non mais je te trouve dans une caisse poussiéreuse dans ma cave. Tu n'es pas attirant, tu n'es pas moche, tu n'es rien du tout. Tu es... tu me fais peur. Je comprends pas, vraiment. C'est un truc que je comprends pas. Elle vient de réveiller Alexandre, un effrayant vampire au passé sombre. Je vous fais ça parce que ça fait vraiment ça. Mais lorsqu'il demande de l'aide, en plus il demande de l'aide ce con, Madison est incapable de résister. La jeune mortelle vient de s'engager dans un jeu terriblement dangereux. C'est pour ça que je l'ai pas lu. Je sais pas encore vraiment. Je vais y aller, hein. Je vous jure, je vais faire le crash test pour celui-là. Je vous le promets. Je vais faire le crash test. Mais pas demain. Pas tout de suite. Je lui offre ma bague en argent et j'ouvre les fenêtres. Non mais grave, tu mets ton collier d'ail, hein, vraiment. Bon, suivant. Allez, sur ces belles paroles. Pouf. Suivant. Perséphone de Benjamin Carteret, c'est chez Charleston. Encore Perséphone, hein, pour le coup. On vous dit, dans la monarchie divine de Ciel et l'ordre de Zeus, Corée, jeune déesse sans pouvoir, grandit à l'ombre de sa puissante famille. C'est loin de l'Olympe, auprès des mortels auxquels sa mère Déméter enseigne l'agriculture, que son pouvoir se révèle enfin. Corée devient printemps, feu de terre et l'héritière d'une lignée de déesses gardiennes de l'ordre ancestral. Mais avec cette révélation jaillit la contestation, le rejet d'un ordre oppressant et patriarcal. Corée, forte de son nouveau pouvoir, déclare la guerre à Ciel avant de se faire enlever par son oncle,
Hadès, là on est au moins dans le respect du mythe, j'ai envie de vous dire, et de devenir sa captive dans l'autre monde. Tandis que l'amour éclot dans les ténèbres avec son oncle, nous le précisons bien, l'hiver de Déméter endeuillé succède pour la première fois au printemps. La famine qu'elle libère menace la race des hommes et par là celle des dieux. Attends, j'ai mal lu. Ah oui, l'hiver de Déméter succède au printemps, ouais d'accord, j'ai compris, ça y est. Bon, moi j'irai pas. J'irai pas. Et je sais pas ce que... Alors, j'aime beaucoup les éditions Charleston, mais je sais pas ce que ça fout là. Pourquoi c'est là? Genre, ils publient pas ça d'habitude. Si, des fois, ça dépend. Si c'est un récit de femme forte, ça peut fonctionner parce qu'il y a déjà eu des titres très ponctuels, je vais dire. Très ponctuels sur une période d'antiquité ou des choses comme ça. Mais vraiment très ponctuel. J'en ai vu peut-être 2, tu vois. Mais pourquoi Perséphone? On l'a déjà vu partout. Enfin, il y en avait un, je sais plus. Je l'ai pas. Je me souviens qu'il y a déjà eu un titre. 2 titres. 2 titres. C'est un gros pavé. Oh là là. J'ai déjà vu 2 titres vraiment historiques. À ce point-là, plutôt antiquité, etc. J'ai vu, mais voilà. Oui, c'est ce que je me dis, Soliste. Femme forte dans l'Antiquité, Perséphone entre totalement dedans. Ouais, mais on l'a trop vu, franchement, arrêtez. On n'en peut plus de Perséphone, laissez-nous avec l'or Olympus et bonne journée, vraiment, moi ça me suffit. Ensuite, j'ai noté le Daniel Cole, Jack Doe. Je sais pas vous, c'est chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Je sais pas vous, mais moi la première fois que j'ai vu cette couverture, je n'ai pas vu les plumes. J'ai vu des griffes, je sais pas pourquoi, des longues griffes cheloues. Et en fait, ma vision allait bien plus avec le résumé que les plumes. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est bizarre. Pour le coup, on l'appelle Jack Doe. Sur chaque victime, il laisse une signature qui fait froid dans le dos, 5 griffures. Et chaque fois qu'il tue, il emporte un trophée, une étrange collection qui ne cesse de s'agrandir. Personne ne sait à quoi il ressemble, où il va frapper la prochaine fois, ni pourquoi. Il pourrait être votre voisin, votre patron, votre mari. Il n'y a qu'une peur paralysante, qui qu'il soit, il est là, à guetter, à attendre. À ne pas lire pendant les 4 jours où Victor n'est pas là. Vraiment, il pourrait être votre mari. Quelle horreur. Quelle horreur. Ensuite, il nous en reste 5. Les particules infinies de Wendy Xu. Je sais pas si vous avez vu, c'est une campagne Ulule. Ils disent qu'ils nous l'envoient en mars. Mais je suis pas sûre. En fait, c'est noté Enfin, je pense qu'ils l'envoient directement à l'issue de la campagne. Voilà. Et on vous dit... la jeune scientifique Clémentine Chang vient d'emménager sur Mars pour tout recommencer. Elle réalise son rêve, travailler au laboratoire d'intelligence artificielle, on va parler intelligence artificielle, de la célèbre docteure Marcella Lin. Le premier jour, la docteure Lin lui présente l'une de ses créations, qui est une IA incroyablement réaliste et tout aussi charmante. Leur rencontre fait des étincelles, mais la docteure Lin qui a développé Kie, pour être son assistant personnel, s'agace de ses nouvelles émotions et de son indépendance grandissante. Je pense que ça peut être un truc super intéressant, c'est par Bliss Edition. Oui, c'est ça. C'est par Bliss Edition. Et c'est celle qui a fait Tide Song. Oui, tout à fait. Ensuite, celui-ci, j'ai jamais réussi à trouver la couverture en français. Mais ça n'a rien à voir. C'est le Frida McFadden. On en parlait avec Séverine depuis hier, je crois. Donc en anglais, c'est Never Lie, ce qui est bien. En français, c'est La Psy. Pourquoi Never Lie, c'était bien, tu vois. Bon, bref, c'est La Psy. La Psy. Et en gros, on vous dit... Trisha et Ethan sont des jeunes mariés à la recherche d'une maison. Pendant qu'ils visitent le manoir isolé d'une psychiatre renommée qui a disparu 4 ans plus tôt, une tempête de neige les empêche de quitter les lieux. Pour patienter, Trisha écoute les cassettes des séances du docteur Adrian Hale avec chacun de ses patients qui retracent ces événements et ont conduit à sa disparition. Moi, ça me dit trop, même si je vais peut-être avoir peur de disparaître après. Mais comme j'enregistre pas de cassettes, ça devrait bien se passer. Parce qu'il y a un canapé, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, tu suis une psychiatre. Enfin, tu suis pas une psychiatre. Tu es dans la maison d'une psychiatre qui a disparu. Ça, c'est cool. Enfin, peut-être pas pour moi. Mais c'est peut-être pas un bon signe. Mais elle s'appelle pas Manon, elle s'appelle Adrienne. Donc c'est bon.
Faut juste pas le lire quand Victor est pas là. Encore une fois. Vraiment, c'est le mot d'ordre. Hein. Franchement, ça a l'air chouette. Hein. Et en plus, ce côté, j'écoute les cassettes des séances avec les patients. Ils vont nous faire des trucs bien tordus. J'adore quand on fait des trucs comme ça. Genre, quand tu regardes, quand tu écoutes des cassettes, quand tu regardes les vidéos et tout. Non, j'ai pas de divan. Non, ça sert à rien. Les gens, ils s'endorment dedans. Moi, Enfin, il faut qu'ils parlent, tu vois. Je suis pas psychanalyste. Mais... Salut Louane. Mais vraiment, enfin, le côté j'écoute les cassettes et pourquoi elle a disparu, je suis sûre que ça va monter crescendo et ça va être chouette. Moi, ça me dit carrément, je pense que celui-ci, je veux bien faire votre crash test aussi, hein, fin mars. Je vais y aller, moi. Puis si c'est nul côté psy, je pourrais vous le dire. Sortie suivante. Toutes nos histoires infinies, c'est chez City. Et en fait, je l'ai mis parce que c'est Rebecca Yarros, donc l'autrice de Fourth Wing. Mais c'est pas du tout la même chose. Vraiment, ça n'a rien à voir. On vous dit, à 28 ans, après un divorce douloureux, Georgia doit repartir de zéro. Elle retourne vivre dans la maison de Scarlett, sa grand-mère décédée, autrefois romancière. Là, elle se retrouve à devoir cohabiter avec un auteur à succès qui a été chargé par son éditeur de terminer le dernier roman de Scarlett. Noah est certes séduisant, mais elle le déteste au premier regard. Pourtant, peu à peu, à force de travailler ensemble sur le manuscrit inachevé, ils apprennent à se connaître et même à s'apprécier. Lorsqu'ils découvrent d'anciennes lettres, Noah et Georgia comprennent pourquoi Scarlett n'a jamais terminé ce livre qui raconte cette véritable histoire. Un amour tragique avec un mystérieux pilote de la Seconde Guerre mondiale. Et si Georgia et Noah parviennent à écrire le dernier chapitre de cette histoire, peut-être pourront-ils aussi réparer les erreurs du passé. Bon, ça n'a rien à voir avec Fourth Wing, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, j'imagine qu'il va refaire parler un petit peu de lui, alors je vous l'ai mis. Moi je dirais pas forcément. Avant-dernière sortie, putain, on est à la fin. Avant-dernière sortie. Alors, je sais, l'image est moche, mais au moins vous avez le jaspage. La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, chez Sabran. Celui-ci me dit bien aussi. On vous dit... Tu m'as averti que ton secret nous détruirait si je le découvrais. Mais oh mon amour, comme tu mentais. Il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées. Lorsqu'il rencontre Indigo Maxwell Castagnada, sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit, nourrie par leur penchant commun pour les contes. Indigo lui offre sa main à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé. Il accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle est entourée, Indigo est rattrapé par son ancienne vie et ils sont tous deux contraints de partir pour la maison des rêves, le manoir extravagant où elle a grandi. Dans ses profondeurs, le fiancé exhume alors des vérités qui auraient dû rester enfouies, promesses maudites gardées par les fées. Il me fait bien envie celui-là. Mais on a encore un manoir. Du coup, à voir. Et je sais pas si vous avez vu, attendez, je passe sur l'autre. La couverture du brochet va être différente de la couverture du relié. Je sais pas si vous avez vu ça. Vous voyez, la couverture du relié, elle est là à gauche, et la couverture du brochet au milieu. Ça va être différent. Et enfin, la dernière sortie que j'ai notée pour mars. On y arrive. Le tome 2 de The Five Crowns, l'épée des sorciers de A.K. Mulford. C'est chez Slalom. Moi j'ai le tome 1, je l'ai pris en brochet, je vous avoue. Je sais que le jaspage était chouette et tout, mais le doré s'en va. Et il s'en va déjà assez sur mon brochet, je sais pas si vous voyez. C'est de très mauvaise qualité. Je sais pas si vous verrez bien. Oh, quoique, il s'en va pas trop le mien. C'est plus au niveau du nom qu'il est parti. Un peu. On voit qu'il s'efface. C'est dommage. C'est dommage. On vous dit, depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Faé, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. En tout cas, on va s'arrêter là pour YouTube. Je vais faire un gros
montage, je vais cut de fou je pense dans cette vidéo YouTube. J'espère que j'ai noté la plupart des sorties qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez noté d'autres, ça pourrait toujours nous plaire d'en voir d'autres, hein, je pense, je parle au nom de tout le monde vraiment. N'hésitez pas à vous désigner comme crash test de certains romans, nous avons envie d'avoir votre avis, le lien Discord est dans la barre d'infos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.